Alors, nous abordons aujourd'hui un sujet qui intéresse à la fois l'histoire sociale, l'histoire économique, l'histoire du droit et l'histoire des mentalités. Autrement dit, il s'agit d'un sujet qui est presque un sujet d'histoire totale, si vous voulez, puisque toute une série d'aspects de la société grecque vont être abordés. Alors, quels sont les thèmes qui vont être abordés plus précisément? On va le voir dans le texte dans un instant. C'est le problème de l'inégalité de la propriété des terres à Sparte, et on va voir également quel est le regard, le jugement que porte le grand philosophe grec Aristote, quel est le regard qu'il porte sur la société spartiate et plus particulièrement sur le rôle que les femmes peuvent jouer dans cette société spartiate. Alors pour ce faire, j'ai décidé de faire un exercice de critique historique. C'est le premier exercice de critique historique que nous allons faire ensemble. C'est le premier sans doute de votre vie de manière approfondie. Je ne parle pas de ce que vous avez fait dans l'enseignement secondaire. Et donc je vais vous expliquer comment les historiens travaillent lorsqu'ils font de l'histoire. Et quand je dis lorsqu'ils font de l'histoire, il faut bien avoir en tête que l'histoire c'est quelque chose qui se construit. L'histoire n'est pas donnée a priori, elle est le résultat de tout un travail de recherche de sources, d'un travail d'interprétation, d'un travail de réflexion qui permet, lorsque ce travail est bien fait, d'apporter une petite pièce dans le cadre de l'histoire générale. Le texte que j'ai choisi est tiré de la Politique d'Aristote. Nous allons lire ensemble. Alors le document que je vous ai distribué est en fait un texte, je dirais, qui est agréable à lire. C'est une traduction assez littéraire. Je vais lire la traduction littéraire, mais après cela, je vais constamment travailler dans une traduction qui est beaucoup plus littérale. Donc j'espère que vous voyez bien la différence entre les deux. Littéraire, ça veut dire que c'est agréable à lire. Ça coule de source, mais comme tout historien, je vais essayer de me rapprocher du texte initial pour essayer de me rapprocher vraiment non seulement des mots, mais surtout de la pensée d'Aristote lorsqu'il écrit sur la société spartiate. Donc ne vous étonnez pas, lorsque je vais analyser ce document, de ne pas retrouver mot à mot ce qui est écrit dans le texte, mais en tout cas, vous retrouverez sans peine le contenu du texte que vous avez devant les yeux. Alors, je vais commencer par lire donc le document que vous avez devant les yeux, c'est-à-dire la traduction littéraire. Donc vous voyez que c'est tiré d'Aristote, Politique 2, et alors vous voyez qu'il y a des chiffres qui sont à côté, sur lesquels je vais revenir, et qui sont donc les références de la Politique d'Aristote. Il faut savoir, effectivement, pour les auteurs anciens, on ne donne pas une pagination qui correspond à un livre actuel, mais pour que tous ceux qui voudront pouvoir étudier et comprendre ce texte suivent, les références qui sont données sont celles qui se trouvent, c'est la numérotation que l'on a attribuée, je dirais, au manuscrit sur lequel on a travaillé, et par conséquent tout le monde peut s'y retrouver. Tandis que si vous avez une pagination avec des éditions différentes, dans une traduction on ne dira page 122-123, une autre sera page 251-254, vous n'allez pas vous y trouver. Tandis qu'avec la numérotation qu'elle a, en fait, c'est valable universellement, quelle que soit la langue que vous utilisez et quelle que soit la traduction ou l'édition que vous utilisez. Alors, je commence. En outre, le laxisme concernant les femmes va contre plutôt l'esprit de la Constitution et nuit au bonheur de la cité. Si l'homme et la femme constituent la famille, de même la cité doit être considérée comme quasiment partagée en deux. Le peuple des hommes et celui des femmes, de sorte que, dans toutes les constitutions, les dispositions concernant la femme sont mauvaises, il faut que la moitié de la cité est sans loi. C'est ce qui s'est produit là, donc à Sparte. Le législateur a voulu que toute la cité soit endurante, mais s'il manifeste qu'il a réussi pour les hommes,
il s'est désintéressé des femmes. En effet, elles vivent en toute liberté dans le dérèglement et le luxe. Le résultat inévitable est que, dans une telle constitution, la richesse est en honneur, surtout si les femmes y ont le pouvoir. Après ce qui vient d'être dit, on critiquera l'inégalité des propriétés. Parmi les Spartiates, les uns en sont venus à posséder une fortune excessive, tandis que d'autres sont réduits à la portion congrue. Aussi la terre est-elle entre quelques mains. C'est que là aussi, la loi est mal faite. Elle décide qu'il est honteux de vendre ou d'acheter la terre, ce qui est bien, mais elle permet à qui le veut de la céder par don ou par legs. Or, il est évident que cela revient au même. De tout territoire, presque les 2/5 sont entre les mains des femmes, parce qu'il y a beaucoup d'épiclères et que les dots sont considérables. En réalité, le père peut donner l'épiclère à qui il veut, et s'il meurt intestat, c'est que celui qui laisse comme cléronomos, qui la donne à qui il veut. C'est pourquoi, alors que le territoire pourrait nourrir 1500 cavaliers et 30 000 hoplites, les Spartiates ne sont même pas 1000. Les faits eux-mêmes ont démontré les défauts de ce système. La cité n'a pas pu supporter même un seul coup. Elle a été anéantie par l'oliganthropie. Voilà, donc le document que je viens de vous lire est donc, comme je l'ai répété déjà 2 fois reprises, un document littéraire. Moi, je vais me baser ici, le texte que je vous ai lu, c'est une traduction qui est due à Tricot, et il s'agit d'une traduction qui se trouve dans une édition publiée chez Vrin, c'est un éditeur philosophique célèbre, qui a pignon sur rue, place de la Sorbonne, à Paris, en 1982. Moi, je vais utiliser, pour la raison que j'ai expliquée tout à l'heure, une traduction beaucoup plus littérale, que j'emprunte à une édition qui est d'ailleurs moins chère, que vous trouverez plus facilement dans le commerce. C'est une édition courante, c'est l'édition Garnier-Flammarion, donc dans la petite collection de poche, je la montre, Aristote, les politiques. Je vais peut-être me rapprocher, ce sera peut-être mieux. Voilà. Alors, il s'agit donc du numéro 490 dans cette collection. Alors, vous verrez déjà un élément qui doit vous étonner, c'est qu'ici, dans le titre, on utilise le pluriel, alors que dans l'édition que vous avez devant les yeux, politique est au singulier. L'auteur s'explique, l'éditeur s'explique là-dedans, je ne vais pas revenir là-dessus. C'est vrai que dès le XIIe et le XIIIe siècle, les premières traductions de la politique d'Aristote prennent le titre au pluriel, et c'est donc la raison pour laquelle l'auteur a décidé de suivre cette vieille tradition. Mais enfin, ce n'est pas très important en ce qui nous concerne ici. Alors maintenant, je vais donc relire le même document, le même texte, mais dans une traduction plus littérale. Alors vous suivez dans votre document littéraire, c'est la même chose, donc ne vous étonnez pas que les mots ou les structures de phrases soient un petit peu différentes, mais l'avantage ici, c'est qu'on est au plus près du texte originel, qui est un texte en grec. Je commence. Alors, de plus, le relâchement en tout ce qui concerne les femmes est dommageable à la fois pour le but que se propose la Constitution et pour le bonheur de la cité. De même, en effet, comme les femmes sont des parties de la famille, il est évident qu'il faut considérer la cité comme partagée à peu près en deux entre l'ensemble des hommes et celui des femmes, de sorte que, dans celle des constitutions qui adoptent de mauvaises dispositions concernant les femmes, il faut considérer que la moitié de la cité vit hors la loi. Je passe au paragraphe 6. Et c'est ce qui est arrivé à Lacédémone, c'est-à-dire à Sparte. Le législateur voulant endurcir la cité tout entière y est,
manifestement parvenu en ce qui concerne les hommes, mais il a négligé la question des femmes, car elles vivent sans règle, dans un dérèglement total et dans la mollesse. Il est par suite nécessaire que sous une telle constitution, on honore la richesse surtout dans le cas où ce sont les femmes qui commandent. Alors, je poursuis un peu plus loin parce que vous verrez que dans votre texte à vous, vous avez une coupure entre la première partie du texte qui concerne les femmes et puis on va passer maintenant à un autre paragraphe qui se trouve un petit peu plus loin dans mon édition, mais moi je dois tourner 2 pages et je poursuis donc ma traduction, celle que j'ai devant les yeux. À la suite de ce que nous venons de dire, en effet, on pourrait critiquer les dispositions relatives à l'inégalité de la propriété, car les uns en étaient arrivés à posséder un patrimoine beaucoup trop important, alors que d'autres en avaient un minuscule, ce qui fait que la terre était tombée entre les mains d'un petit nombre de gens. C'est aussi du fait de mauvaises dispositions législatives, car alors que le législateur avait fait, et il fit bien, de l'achat et de la vente du fonds de terre de chacun un acte honteux, il avait donné licence à ceux qui le voulaient de le donner ou de le léguer. Or, le résultat est nécessairement le même dans un cas comme dans l'autre. On passe au paragraphe 15. Les 2/5 environ du foncier appartiennent aux femmes parce qu'il y a beaucoup de filles épiclères et du fait que le montant des dots est très élevé. Certes, il eût été préférable de supprimer les dots ou de les réduire à peu de choses ou, au moins, de les modérer. En fait, dans la Constitution spartiate, on a le droit de donner sa fille épiclère à qui l'on veut. Et si l'on meurt sans avoir pris de disposition testamentaire à ce sujet, c'est celui qui gère les biens du défunt qui donne la fille de celui-ci à qui il veut. C'est ainsi qu'un pays capable de nourrir 1500 cavaliers et 30 000 hoplites n'avait même pas 1000 combattants. Ainsi, les faits eux-mêmes ont-ils rendu manifeste combien cette organisation de la répartition des richesses était vicieuse. Et d'ailleurs, la cité ne supporta pas le premier revers et périt par manque d'hommes. Donc, vous voyez, il y a des différences entre le texte que vous avez devant les yeux et le texte que je viens de vous lire pour l'instant. Mais vous voyez, ce ne sont pas des différences très importantes, on voit bien que ce sont des simples différences de traduction, mais moi, par principe, je vous conseillerais toujours d'essayer de retourner au plus près du texte. Une traduction littéraire est évidemment plus sympathique pour vos élèves, parce qu'elle est moins ardue, mais vous risquez peut-être de passer, on ne sait jamais, à côté d'une notion importante, tout simplement parce qu'il y a eu peut-être un petit peu de laisser-aller, je dirais, de laxisme dans la traduction. Donc c'est un principe de méthode que je vous demande de suivre. Alors maintenant, on va travailler comme travaillent les historiens. Alors, comment travaillent les historiens? La première chose qu'ils font, c'est d'essayer de réunir autour d'eux un certain nombre d'instruments de travail. De réunir un certain nombre d'instruments de travail. Quels sont ces instruments de travail? Vous avez vu que dans ce texte, il y a des mots difficiles. Par exemple, épiclère. Par exemple, en tout cas dans votre traduction à vous, oliganthropie, ce qui n'apparaît pas dans ma traduction à moi. Ensuite, il y a des noms d'auteurs qui peuvent poser problème. Des auteurs qu'il faut identifier. Donc, il est nécessaire d'avoir des dictionnaires de la langue, il est nécessaire d'avoir des dictionnaires techniques et des dictionnaires biographiques. L'objectif
lorsque l'on étudie, lorsque l'on fait la critique d'un document, étant de l'éclairer au maximum pour pouvoir le critiquer de manière idoine, de manière adéquate. Ensuite, il est question également de lieux. Ces lieux doivent pouvoir être placés sur une carte, et donc il faut que vous disposiez près de vous d'un atlas historique. Quand je dis atlas historique, c'est tout simplement parce qu'il y a un certain nombre de lieux qui existaient dans l'Antiquité, qui n'existent plus maintenant, ou qui ont changé de nom. Donc il faut utiliser un atlas historique. Ensuite, il faut se dire que lorsqu'un historien travaille, il ne travaille pas à partir d'une seule source. Il travaille à partir de quoi? Eh bien, il travaille à partir d'un document de base, ici, lorsqu'il est professeur dans l'enseignement. Mais un historien ne travaille jamais sur un seul document, à moins de se trouver dans un cas tout à fait exceptionnel, ou pour les périodes très anciennes, on dispose d'un seul document, et voilà, hein, on ne peut pas faire autrement. Mais d'habitude, l'historien, pour éclairer une situation historique, dispose de tout un arsenal, de tout un groupe de documents qu'il doit comparer entre eux, critiquer, voir s'ils ne se contredisent pas, voir ceux qui lui paraissent fiables et ceux qui ne lui paraissent pas fiables, et donc doit faire tout un travail de réflexion. Autrement dit, moi, pour ce texte-ci, j'ai dû utiliser des textes différents. Vous allez voir que j'ai utilisé des textes d'Aristote, mais aussi des textes de Platon, qui est le prédécesseur d'Aristote, et j'ai dû utiliser également une biographie qui est celle de Plutarque. Enfin, l'historien doit se poser de nombreuses questions, outre l'aspect purement documentaire, pour essayer de comprendre le texte. Et là commence effectivement le travail critique proprement dit, avec la critique d'interprétation que l'on fait suivre traditionnellement de la critique de crédibilité, puis de la critique de sincérité. Nous allons prendre ceci, donc ne vous inquiétez pas sur les termes que j'utilise, c'est le travail basique, je dirais, quotidien de l'historien lorsqu'il travaille. Donc, je vais commencer par grand 1, noter sous une forme résumée ce que j'ai dit pour l'introduction. Vous vous souvenez que pour cette introduction, j'ai essayé de montrer quel était l'intérêt de ce document. Parce qu'il fait appel et renvoie aussi bien à l'histoire économique, à l'histoire sociale, à l'histoire du droit, et enfin surtout à l'histoire des mentalités. Donc ça, vous l'aviez noté tout à l'heure. Très important. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai choisi, bien sûr. Ensuite, on passe à la partie critique. Alors, quand on a un document comme celui-là, la première chose que l'on doit faire, c'est bien entendu se poser la question du support initial. Donc on fait ce qu'on appelle d'abord la critique externe. Alors, pour un document de l'Antiquité, et Aristote est un auteur qui vit au IVe siècle avant notre ère. Autrement dit, Aristote, quel support utilisait-il? Peut-être pas lui-même quand il écrivait, mais quand ses disciples ont recueilli ce qu'il avait écrit, lui-même écrivait, bien entendu, ce n'est pas le cas de Socrate par exemple, il n'a pas laissé d'écrire. Il pouvait écrire plus que vraisemblablement sur du papyrus. Le parchemin est inventé un petit peu plus tard, en Anatolie, dans la ville de Pergame, puisque c'est le nom de Pergame, je vous l'ai déjà dit, qui a donné le mot parchemin. Le papyrus est un support végétal, le parchemin est un support
animal, qui coûte beaucoup plus cher, mais qui est beaucoup plus solide. Quant au papier, il n'intervient que dans la deuxième partie du Moyen-Âge, en tout cas dans nos régions. Avant le XIIe, XIIIe siècle, vous n'avez pas de papier. Or, pour le document qui nous intéresse, la plus vieille copie que l'on possède de la politique d'Aristote date de la fin du XIVe siècle, de notre ère, je dis bien, ou du XVe siècle. Donc vous voyez, entre Aristote, qui vit au IVe siècle avant Jésus-Christ, et le moment où on a la première copie du texte d'Aristote lui-même, la poétique, il y a combien de siècles? Vous faites le calcul, ben, ça fait presque, pas 2000 ans, mais à peu près, hein, ça fait quoi, 1800 ans? Non, peut-être un peu moins, donc vous devez compter 300 avant Jésus-Christ, parce qu'il a travaillé sur la politique jusqu'à la fin de sa vie, donc jusqu'en 322, donc vous ajoutez 300 plus 1400, ça fait 1700 ans. Donc pendant 1700 ans, il y a des copies qui ont circulé et dont nous n'avons pas la trace. Donc c'était copié, puis recopié, copié sur d'autres copies, etc. Et la plus vieille copie que nous possédons date donc du début, de la fin du XIVe siècle au début du XVe siècle. Donc cette copie-là, plus que vraisemblablement, je n'ai pas recherché la tradition généalogique, si vous voulez, des manuscrits dans le cadre de ce cours, parce que ça aurait été inadéquat. Ça ne servait à rien d'aller aussi loin, mais vraisemblablement, au début du XVe siècle, il doit s'agir, si la copie était réalisée au début du XVe siècle, il doit s'agir d'une copie sur du papier. Parce que le papier, c'est ce qui coûte le moins cher, c'est ce qui est le plus facile à transporter à ce moment-là. Hein? On utilise plutôt du parchemin pour les actes solennels, etc., parce que ça coûte cher quand même, le parchemin. Donc à ce moment-là, au XVe siècle, on utilise du papier. Donc ça veut dire que la plus ancienne copie du texte que nous possédons date du XVe siècle. Or, il se fait qu'une cinquantaine d'années plus tard, l'imprimerie est inventée. Donc ça veut dire que les premières éditions imprimées sont postérieures de quelques dizaines d'années du texte manuscrit, de la seule copie, la plus ancienne copie que nous possédions. Donc vous voyez, c'est intéressant de savoir qu'entre le texte originel qui est écrit dans la langue grecque, bien entendu, parce que Aristote écrit en grec, et le premier texte, la première édition que nous possédons de la politique d'Aristote, en grec également, ben, il n'y a que quelques dizaines d'années. Donc vous mettez tout d'abord, il y a le problème du support, hein, vous notez ici, le support le plus ancien que nous connaissons, c'est donc du papier, 15e siècle, qui est antérieur de quelques dizaines d'années, parce que Aristote, la poétique d'Aristote n'a pas été un des premiers ouvrages qu'on a publiés. Hein, les premières éditions de la poétique d'Aristote datent du XVIe siècle, sauf Eros Marin. Donc, elles ont quand même, et les premières traductions, elles datent également du XVIe siècle. Donc, le support, vous l'avez noté. La langue, c'est évidemment du grec. Donc, ce que je vous ai lu est bien une traduction. Donc, vous mettez, voilà. Puis vous mettez la langue, c'est du grec, qui est traduit. Je vous ai expliqué que les traductions, ben, il y en a de genres différents, des traductions littéraires, des traductions littérales, bien entendu. Et donc ça, c'est un exercice que vous devez faire avec vos élèves, parce que c'est prévu dans les compétences. Il faut que l'élève soit capable de distinguer un document original d'un document postérieur. Vous savez ça. Donc vous devez faire. Ce que je fais avec vous, ce n'est pas de l'érudition. Hein. D'ailleurs, je m'imite au plus simple, vous remarquez bien. Donc on doit savoir quel est le support. Est-ce que c'est... Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Quelle est la langue utilisée? Ben, évidemment, ce n'est pas du français. Hein. La langue originale, c'est du grec. C'est traduit. Or, vous connaissez l'expression, c'est pas par hasard, hein, c'est pour des raisons pédagogiques que je vous ai lu deux traductions différentes. Vous connaissez certainement le proverbe italien qui dit que traduire, c'est trahir. Vous connaissez ce mot, hein?
Traduttore, traditore. Traduttore, c'est donc traduire. Traditore, donc ça veut dire que un traducteur est un traître. C'est ça que ça veut dire. Un traducteur est un traître. Alors, je ne dis pas maintenant qu'ils le sont consciemment, évidemment pas. Mais vous voyez qu'entre les deux traductions que je vous ai lues, il y a des différences. Et quand on dit que c'est un traître, ce n'est pas un traître volontaire, c'est que quelque part, le traducteur essaie de faire ce qu'il peut avec une langue qui n'est pas celle, par définition, du lecteur, et les langues ne sont pas superposables, tout simplement. Hein. Quand vous trouvez sur votre ordinateur une traduction automatique, vous allez voir, vous allez trouver parfois des choses très bizarres, hein, parce que les traductions automatiques et littérales déforment complètement. Ça peut vous aider, bien entendu, mais déforment souvent complètement la pensée de l'auteur. Hein, vous avez déjà été dans un dictionnaire, vous voyez un mot et vous avez 10 sens différents. Bah, comment voulez-vous, votre ordinateur, il pêche directement dans les 10 sens différents. Hein, il va vous donner une traduction très approximative. Hein. Bon. Il faut que vous fassiez passer le message à vos élèves. Très important. Alors, on va passer ensuite à la critique interne. Alors, la critique interne, une fois qu'on aura fixé la date du document, on va s'interroger sur l'auteur. Alors, l'auteur, ici, c'est Aristote. Alors, il se fait que ce n'est pas un inconnu du tout. C'est quelqu'un de très célèbre. Hein, on ne sait pas beaucoup de choses sur sa vie. On en sait sur Aristote beaucoup plus que sur plein d'autres auteurs de l'Antiquité. Mais enfin, hein, on a plein d'informations sur lui, mais enfin, on n'est pas hyper documenté quand même. Donc, il y a des suppositions, même dans les datations de ses œuvres, il y a souvent des hypothèses. On a essayé de les classer dans un ordre, ben, c'est un ordre relatif. Ça va supposer, par déduction. On suppose qu'un auteur progresse d'une pensée plus simple à une pensée plus élaborée, et s'il y a évidemment des références dans une œuvre à des concepts qui se trouvent dans une autre œuvre, ben, on peut évidemment essayer d'établir une chronologie, une ligne du temps des œuvres de l'auteur. Bon. Alors, il s'agit ensuite d'essayer d'interpréter cet auteur. Ça va ? On va passer à ce qu'on appelle la critique de compréhension, la critique d'interprétation. Ça va ? Alors, il se fait que Aristote a écrit si mes souvenirs sont bons, c'est 128 constitutions. Donc, il a étudié la constitution de toute une série de cités grecques. Je vous ai dit que les cités grecques étaient très nombreuses. Il se fait qu'il nous a laissé, entre autres choses, la constitution d'Athènes, mais que la constitution de Sparte a été écrite certainement, mais elle a disparu. On n'en a pas gardé de traces. Donc, parmi les nombreux manuscrits qui nous sont restés d'Aristote, eh bien, ce manuscrit-là a disparu. Il faut savoir que lorsqu'on travaille sur l'Antiquité, ben, on se trouve devant le naufrage de la culture antique. Et il y a des tas d'œuvres qui ont complètement disparu, pour des raisons diverses. Hein. Des incendies, par exemple, celle de la bibliothèque d'Alexandrie, des raisons climatiques, des guerres, enfin, des raisons multiples. Et donc, les historiens, les philologues doivent travailler avec ce qui leur reste et essayer d'établir des arbres généalogiques entre les différents manuscrits. Ça va ? Alors, on va essayer... Alors, dans la constitution, plutôt dans les politiques d'Aristote, ou la politique d'Aristote, il faut essayer de comprendre de quelle œuvre il s'agit.
Aristote est un philosophe, c'est vrai, mais un philosophe, je vous ai dit dans mon cours de philosophie récemment, que philosophe ne veut pas dire esprit purement spéculatif. Je vous ai expliqué justement ce matin qu'Aristote, c'est un esprit positif, pas positiviste, mais enfin, il ne raisonne pas comme son maître Platon. Et Aristote, c'est un philosophe, oui, mais un philosophe qui est un scientifique. Il essaie de comprendre la réalité, et c'est un esprit universel, il a une ouverture d'esprit incroyable, il s'intéresse à tout, il s'intéresse à la botanique, à la zoologie, à l'histoire, au droit, à l'économie, il s'intéresse à tout, en fait. Et il écrit des traités sur pratiquement tous les sujets. C'est un véritable savant, Aristote. Mais il se fait que c'est aussi un philosophe. Donc, lorsqu'il écrit la politique, il fait en même temps de la science et en même temps de la philosophie. Autrement dit, il essaye de comprendre sur le plan politique, sur le plan juridique, sur le plan social, les cités qu'il étudie, mais en même temps, il ne peut s'empêcher d'avoir en tête, d'avoir en vue, la cité idéale à laquelle il se réfère constamment. Autrement dit, lorsqu'il parle de Sparte, il voit ce qu'il y a de positif et ce qu'il y a de négatif, mais il ne peut s'empêcher de se référer à un modèle idéal, qui n'existe pas d'ailleurs à son époque, et qui correspond non pas à la cité idéale de Platon, mais qui correspond à la cité qui possède le plus d'avantages pour lui, et donc le moins d'inconvénients. Donc vous voyez que son projet s'inscrit dans une vision qui est double, cité idéale d'un côté, cité réelle de l'autre. Lorsqu'il analyse, en l'occurrence ici Sparte, au IVe siècle avant Jésus-Christ, et plus particulièrement ce texte tout à fait extraordinaire que nous avons devant les yeux et qui porte sur c'est un des rares textes de l'Antiquité classique, et plus particulièrement de l'histoire grecque, où il est question d'histoire économique, sociale et juridique en même temps, et où les liens sont faits entre ces trois aspects de la réalité humaine. Alors, on va voir maintenant comment il procède. Donc, on va essayer de comprendre son propos. Donc, petit 1. Aristote, lorsqu'il étudie la société spartiate, et plus particulièrement le problème des femmes et le problème de l'inégalité foncière entre les Spartiates, procède à la manière, je dirais, d'un savant, d'un scientifique, dans le cadre d'une démonstration. Il commence par quoi? Il commence, regardez bien les premiers paragraphes que vous avez devant les yeux, il commence par expliquer que le problème de Sparte, c'est la concentration des terres. Donc, problème de la concentration des terres entre un nombre restreint d'individus. Alors, à ce sujet, il s'agit donc de reprendre les textes et d'essayer de voir combien il y avait d'habitants, ou plutôt de citoyens spartiates, à l'époque qui nous intéresse. Alors, je prends un document. Alors, j'essaie de trouver un bon document. Alors, il doit se trouver ici, un petit instant.
Attendez, faut que je le trouve. Moi, je me trouve avec des bottins de téléphone devant moi, pratiquement. Tiens, attends. Ah, voilà. Je l'ai trouvé. Alors, je me sers ici, je vais le montrer d'ailleurs à la caméra, je me sers ici de Plutarque. Alors Plutarque, c'est un auteur grec, un historien grec, qui vit à cheval sur le 1er et 2e siècle de notre ère, et qui a écrit de très nombreuses biographies des hommes qui avaient vécu dans l'Antiquité classique, aussi bien grec que romain, jusqu'à son époque. Alors, je me sers ici du tome 5, dans l'édition Garnier, classique Garnier, et je vais me servir de la vie d'Agis. Agis, qui est un roi de Sparte du IIIe siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire après le moment où Aristote écrit son texte. Alors, je vous trouve le texte. Alors ça c'est la meilleure, je l'avais il y a 30 secondes. Ah voilà, je l'ai de nouveau. Alors, ça se trouve dans la vie d'Agis, donc ce roi de Sparte, alors au chapitre 5, paragraphe 6. Ça va? Je répète, vie d'Agis, chapitre 5, paragraphe 6. Parce que sinon vous n'allez pas le retrouver facilement. Hein. Moi ici je vous ai apporté le tome 5, mais j'ai toute la série des volumes chez moi. Hein. Il faut tomber sur le bon passage. Hein. Alors, Plutarque dit ceci. Il ne subsista, tout compte fait, dans la ville, c'est-à-dire la ville de Sparte, pas plus de 700 Spartiates, et sur ce chiffre, il y en avait peut-être 100 qui possédaient un lot de terre. Donc, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, il n'y a plus donc que 700 Spartiates, vous voyez, c'est très peu de choses, hein, donc d'habitants qui ont le statut de citoyen. Et sur les 700, il n'y en a que 100 qui possèdent un lot de terre. Donc vous voyez vraiment qu'on assiste là à une concentration incroyable de la propriété. Il n'y a plus que 100, vous imaginez, plus que 100 lots de terre. D'ailleurs, parce qu'on peut encore parler, c'est plus des lopins de terre à ce moment-là, ce sont des grandes propriétés terriennes. Vous êtes bien d'accord, hein? Donc, c'est le premier élément que vous pouvez noter. Première donnée, si vous voulez, c'est qu'il y a confirmation de la concentration de terre à travers le temps, puisque un siècle après Aristote, ici, on trouve qu'il y a effectivement peu de citoyens qui possèdent des terres. Il n'y en a plus que 100 lots de terre, et on peut s'interroger comment on est arrivé à ce processus. Alors, deuxième élément, comment est-on arrivé à ce processus? Mais là, on doit reprendre, bien entendu, le texte d'Aristote. Qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce qui est dit? On vous explique en fait, regardez votre texte, on vous explique en fait qu'il est honteux, vous voyez ça, il est honteux d'acheter ou de vendre, il est honteux, ça va, Maxime? Bon. Il est honteux d'acheter ou de vendre des terres, mais qu'il existe un expédient, un moyen qui permet d'échapper non pas à cette règle, oui, il s'agit d'une règle morale, il s'agit d'éthique. Mais comme on est dans un pays de droit coutumier et pas de droit écrit, eh bien la coutume, la morale, a une valeur juridique en fait. Il y a identité entre les deux.
Et donc, ces deux moyens qui sont utilisés pour échapper à cette règle, c'est clairement indiqué, c'est d'une part le don, et c'est d'autre part le lait, L-E-G-S, c'est-à-dire un lait testamentaire. Et vous êtes bien d'accord. Donc, en fait, Aristote a tout à fait raison. Il dit que, finalement, ce sont des moyens qui détournent l'idée originelle des lois de Lycurgue. Lycurgue qui est le législateur fondateur de l'État spartiate, qui a vécu à une époque qui remonte à la nuit des temps. On ne sait même pas s'il a vécu vraiment, mais en tout cas, ce personnage est resté dans la tradition spartiate comme étant le fondateur de la cité, le législateur. C'est un petit peu la Bible, si vous voulez, pour les Spartiates. Et Lycurgue, d'après la tradition, aurait réparti des lots de terre entre tous les Spartiates de son époque. Alors là, il y a deux interprétations possibles. Soit chaque Spartiate devait léguer à ses enfants son lopin de terre, mais il y avait risque de division du patrimoine, inévitablement. Soit, deuxième hypothèse, il fallait tirer au sort à chaque génération entre les Spartiates une nouvelle fois pour répartir ces lots de terre. Ces lots de terre, c'est ce qu'on appelle en grec des kléroi, K-L-E-R-O-I. Donc K-L-E-R-O-I. Au singulier, on dit kléros. Ça va? Kléroi, c'est le pluriel. Kléros. Lopin de terre. Alors, la faute pour Aristote, vous le voyez dans le texte, c'est Lycurgue. La faute, ce sont les lois ancestrales. Ça a toujours été comme ça à Sparte. Et la meilleure preuve, c'est un petit passage que vous n'avez pas dans le texte que vous avez, parce qu'il se trouve entre la première partie du texte que vous avez devant les yeux, c'est-à-dire la partie qui concerne les femmes, et la deuxième partie qui concerne l'inégalité des terres à Sparte. Alors je vous lis ce petit passage, et c'est le seul endroit où il est question d'un législateur. Il est question, pour ce qui est des femmes, par contre, Lycurgue entreprit de les soumettre aux lois, mais devant leur résistance, il y renonça finalement. Donc la faute, finalement, revient à qui? Ben, revient à Lycurgue. Il le dit très clairement ici. Bon, donc, on a vu d'abord que la donnée mentionnée par Aristote est bien corroborée par ce que dit Plutarque dans sa vie d'Agis, ce roi de Sparte, un siècle plus tard. On a vu ensuite les moyens de la concentration. On a vu qu'il y en a deux, le don et le lait, puisque l'achat et la vente sont interdits. Mohamed, ça va? Oui. Donc, sont interdits. Et que, en toute hypothèse, cette notion de... En toute hypothèse, cela ne renvoie pas, c'est inacceptable par rapport justement à ce qui était prévu dans la constitution de Sparte initialement. Donc, la cause, ben, je vous ai dit, c'est le législateur, c'est Lycurgue lui-même, et on va passer maintenant à la deuxième partie. Mais ceci dit, on peut faire la critique de ceci, hein. Parce que ce qui est vrai au IIIe siècle ne signifie pas que cela était au IVe, mais un siècle plus tôt non plus. Et il n'y a-t-il pas ambiguïté aussi, hein, quand on parle
de dépopulation, plus exactement, on ne parle pas de dépopulation, on parle de manque d'hommes. Ça, vous pouvez noter peut-être. Hein. Vous avez tout à la fin du texte de la traduction que vous avez devant les yeux, il est question d'oligantropie. Vous voyez ce terme? Oligantropie. De nouveau, ça vient du mot grec. Alors, entropie, anthropos, ça veut dire l'homme. Et vous avez d'abord oligo, et ça vous le savez, ne plus que par des publicités à la télévision, hein, pour la margarine, des oligo-éléments. Oligo, ça veut dire plusieurs, oligo. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs hommes, mais ça veut dire en fait quelques hommes, quelques hommes. Donc l'oligantropie, ça veut dire en fait que l'on passe d'un nombre important d'hommes à une quasi-disparition, puisqu'on est dans une situation de dépopulation. Mais il en reste encore, ça ne veut pas dire disparition totale, hein, c'est bien pour ça qu'il y a oligos. Ça va? Donc il y a un manque d'hommes, c'est ça que ça veut dire. Alors, maintenant il s'agit de savoir qu'est-ce que c'est que cette oligantropie, parce que c'est un mot qui a été peut-être traduit un petit peu trop rapidement par l'auteur que vous avez devant les yeux, Ilan Tricot, qui a traduit de manière un petit peu littéraire, et peut-être la notion de manque d'homme était peut-être plus claire, mais encore faut aussi savoir ce que ça signifie le manque d'homme. En fait, n'y a-t-il pas confusion entre manque d'hommes, manque de citoyens et manque de combattants? Tout ça n'est peut-être pas équivalent. Donc notez, manque d'hommes, manque de citoyens et manque de combattants. Tout cela ne renvoie pas obligatoirement à la même situation. Alors, qu'est-ce qui permettait aux Spartiates d'être des citoyens? Ben, il y avait plusieurs éléments, bien entendu, mais il y avait un élément qui était lié à leur contribution financière. Vous savez, de la même manière qu'en Belgique, encore jusqu'à la fin du XIXe siècle, il y avait ce qu'on appelait le suffrage censitaire. Ça doit vous rappeler quelque chose. Ça veut dire que seuls les riches avaient la possibilité de voter. Ceux qui payaient une certaine somme d'impôts. Autrement dit, quand vous étiez pauvre, ou quand vous étiez tout simplement membre, à l'origine, après la Révolution belge, tout simplement, quand vous étiez membre d'une classe moyenne, mais pas riche spécialement, vous ne pouviez pas voter. Il y avait entre 2 et 3% de la population qui pouvait voter en 1831. Donc ça ne concerne pas que les pauvres, hein, l'exclusion du vote, ça concernait quand même l'immense majorité de la population, puisqu'il y avait 97% des gens qui ne pouvaient pas voter. Ils n'étaient pas tous pauvres quand même, on est bien d'accord. Eh bien, à Sparte, il y avait une contribution qui vous donnait le droit d'être citoyen, qui vous accordait la citoyenneté. C'était en fait une contribution qu'on appelait le syzytione. Alors syzytione, ça s'écrit SY, 2S, I, S, T-I-O-N, syzytione. Si vous n'étiez pas capable de payer le syzytione, donc je répète pour ceux qui n'ont pas pu écrire, SY2SISTION, si vous n'étiez pas capable de payer cette contribution, vous perdiez votre citoyenneté. Et alors on voit que c'est là la pièce manquante, le maillon manquant, qui va faire que on va passer d'une concentration de terres à une perte de la citoyenneté. On ne bouge pas. Alors, je vais vous montrer ce texte. Il faut que je le retrouve, bien entendu. Ça ne va peut-être pas se faire immédiatement. Eh bien, ça se fait plus rapidement que je l'imaginais. Alors, ça se trouve dans la politique, toujours livre 2. Et je lis ce texte. Donc la référence, c'est 1271A, paragraphe 2637. Dans mon édition, c'est page 186-187. Alors, n'est pas bonne non plus la législation relative au repas en commun, appelée Philitie.
tel que l'a établi son fondateur. Il fallait mieux, en effet, que ce genre de réunion soit à la charge des finances publiques, comme c'est le cas en Crète, alors que chez les Laconiens, c'est-à-dire chez les Spartiates, chacun doit apporter sa part et, comme certains sont extrêmement pauvres et ne peuvent pas engager cette dépense, il en résulte le contraire de ce que voulait le législateur. Car son intention, c'est que l'organisation des repas en commun ait un caractère démocratique. Alors, la manière dont la loi les institue est rien moins que démocratique. En effet, il n'est pas facile aux gens trop pauvres d'y prendre part. Or, d'après la définition traditionnelle de la citoyenneté qui accourt chez eux, c'est-à-dire chez Sparte, en est exclu celui qui ne peut pas supporter ces dépenses. Donc, vous voyez qu'entre la lettre et l'esprit de la Constitution, il y a un gros problème. C'est que théoriquement, à Sparte, la citoyenneté n'est pas liée à la richesse, mais comme ils ne peuvent pas payer leur contribution, ils sont exclus de la citoyenneté. Donc, si vous devez faire le lien maintenant avec des petites flèches, comme je vous en ai parlé là dans les arbres conceptuels, les cartes conceptuelles, les cartes heuristiques, eh bien, vous mettez tout d'abord concentration de terre, entraîne appauvrissement des citoyens, qui entraîne lui-même l'incapacité de payer la contribution appelée sésikione, incapacité de payer la contribution appelée sésikione, d'où perte de la citoyenneté. Donc vous voyez comment ce cercle vicieux fonctionne. Donc, concentration des terres entraîne donc appauvrissement des citoyens, entraîne incapacité de payer la contribution, entraîne perte de la citoyenneté. Voilà. Maintenant, si on fait la critique de ceci, on remarquera qu'il y a quand même un problème. C'est qu'effectivement, Aristote confond, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être le manque de citoyens et le manque de soldats, parce que justement, il y a, devant l'appauvrissement de leur situation, des Spartiates qui sont partis aller se battre ailleurs en tant que mercenaires, et qui n'ont plus voulu combattre à l'intérieur de la cité spartiate, justement. Donc, vous voyez, s'il y a moins de combattants, c'est pas parce qu'il y a moins de citoyens, c'est parce qu'il y a aussi des gens qui sont partis pour se dire, voilà, ailleurs je vais mieux gagner, je vais mieux m'en sortir. Donc il faut faire attention un petit peu à ce schéma et à cette argumentation. Alors on va passer maintenant à la concentration du pouvoir entre les femmes. Ah, ça c'est autre chose. Alors, je vous propose de reprendre le schéma précédent, la donnée, les moyens, la cause. Donc, la donnée, c'est quoi? On vous dit dans le texte, relisez-le bien, que les 2/5 des terres sont entre les mains des femmes. Vous voyez ça? Ouais? 2/5. La question est de savoir de quel territoire il s'agit. Parce qu'au IVe siècle, vers 369, si mes souvenirs sont bons, Sparte a perdu la Messénie. C'est un territoire qui avait été conquis 2 siècles plus tôt, au moins. Et je vais vous montrer ça sur la carte. Voilà, donc en fait le territoire de Sparte correspond à ce territoire-ci, en gros. Vous voyez tout ce qui se trouve en dessous de cette ligne-ci, en dessous du jaune. Voilà, avec en gros 2 parties, tout ceci qui est la Laconie, c'est écrit Laconie, Sparte se trouve ici, et la Messénie qui est ici. Donc la Messénie à partir
de 369 ne fait plus partie, a été perdu par Sparte. Et la question est de savoir de quoi il s'agit quand on parle des 2/5 du territoire. Est-ce qu'il s'agit des 2/5 de tout ce territoire-ci? Ou est-ce qu'il s'agit simplement de la Laconie ici? Or, quand vous regardez la mention, les chiffres qui sont mentionnés, on vous parle de 1500 cavaliers et de 30 000 hoplites, si mes souvenirs sont bons. Or, ça, c'est pas possible que 1500 cavaliers et 30 000 hoplites correspondent à l'armée uniquement de la Laconie. Donc là, ça recouvrirait également les Messénies. Donc, en fait, Aristote joue volontiers et volontairement, je dirais, de l'ambiguïté, parce que les deux ne peuvent pas coller. Le chiffre de l'armée et la dimension du territoire à la date où il est écrit. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'Aristote, il a continué à écrire la politique jusqu'à la fin de sa vie, c'est-à-dire jusqu'en 322. Peut-être que je vais vous montrer ici la chronologie pour fixer un petit peu les choses. Voilà. Alors, vous voyez, Platon, je n'en ai pas encore parlé, mais je vais m'en servir dans peu de temps. Alors, Platon vit entre 428 et 348. Aristote, génération suivante, entre 384 et 322. Plutarque, il vit beaucoup plus tard. Donc il écrit la biographie, toutes les biographies dont je vous ai parlé, il les a écrites beaucoup plus tard. Il écrit à l'époque où l'Empire romain domine toute la Méditerranée, hein, et vous voyez le nombre de siècles qui séparent Aristote, Platon, mais aussi Agis, dont il écrit la vie. Agis, il vit à cette époque-ci. Hein. Et Plutarque écrit beaucoup plus tard. Évidemment, il s'est servi de toute une série de sources qui ont disparu depuis lors, hein, bien entendu. Hein, il ne fonctionne évidemment pas avec ses souvenirs, ce n'est pas des sources orales. Donc, il s'est servi de toute une série de manuscrits qui ont disparu depuis lors. Donc, c'est pour ça que Plutarque est tellement précieux pour nous. Hein, pour nous, c'est une encyclopédie, c'est un dictionnaire biographique de l'Antiquité. Ici, je vous ai montré le tome 5, mais imaginez qu'il a fait la biographie de tous les personnages importants du monde grec et du monde romain, qu'il met en parallèle. C'est pour ça que ça s'appelle les parallèles. Voilà. Alors maintenant, je reviens à mon point de départ. Donc, vous avez bien compris que là, Aristote joue sur une ambiguïté. Hein? Il n'y a pas adéquation possible entre, d'une part, le territoire qu'il évoque, enfin, il n'évoque pas justement le territoire, entre le territoire qu'on pourrait imaginer et d'autre part le nombre de soldats que l'on trouve ou que l'on pourrait trouver sur ce territoire. Alors ensuite, maintenant, le problème des moyens, concentration des terres et des pouvoirs chez les femmes. Alors, les femmes, regardez votre texte, disposent de dots considérables. Vous voyez ça dans le texte? De dots considérables. Alors, si Aristote parle de dettes considérables, c'est qu'il renvoie plus que vraisemblablement à une comparaison avec Athènes. Puisque Aristote, il vit à Athènes, et donc, quand il compare deux situations, sa référence, si vous voulez, c'est inévitablement Athènes. Mais alors, il fait référence à une institution qui est l'épicléra. Ouais, il parle de femmes épiclères. Les épiclères, ce sont des femmes, hein, donc. Alors, c'est qui ces femmes épiclères? Ce sont en fait les filles uniques d'un homme. Alors, quand vous avez une fille unique, qu'est-ce qui se passe? Au moment, lorsque le père n'a pas fait de testament. Et quand on ne fait pas de testament, ça veut dire qu'on est intestat. Le mot se trouve dans votre texte. Intestat, ça veut dire qu'il n'y a pas de testament. Intestat. Eh bien, dans ce cas-là, il y a une tradition, ou plutôt une coutume, qui est appliquée. C'est que c'est le parent mâle le plus proche qui devient l'héritier. En fait, ce n'est pas la fille, parce qu'on a beau dire
Aristote a l'air de parler d'histoire de femmes, mais en fait, derrière les femmes, il y a les hommes. Hein. Il ne faut pas oublier ça. On va voir que c'est du fantasme, le pouvoir des femmes, dont il parle à Sparte. Alors, la personne la plus proche, le personnage, le cousin, le parent le plus proche mâle, c'est celui qu'on appelle le cléronomos. Cléronomos, c'est dans votre texte. C'est le parent le plus proche. Alors, soit le parent le plus proche se marie avec l'héritière, et il peut d'ailleurs casser l'union qu'elle pourrait avoir avec quelqu'un d'autre, puisqu'il est prioritaire. Donc le divorce se fait de soi, d'office, elle divorce de la personne avec laquelle elle était juste à ce moment-là. Ou bien l'épiclère, ne souhaite pas l'avoir pour femme, et alors dans ce cas-là, il la donne à un autre homme. Mais en toute hypothèse, ça, c'est une histoire d'homme. Et en toute hypothèse, ce n'est pas la fille qui décide quel va être son mari. On suit la tradition en Sparte. Ça va? Donc il y a une succession qui est prévue. C'est pas elle, c'est son mari, mais son mari est fixé par la coutume. Et si ce n'est pas le parent le plus proche de son mâle le plus proche, eh bien c'est celui qui est là, donc le cléronomos, qui va décider avec qui elle va se marier. Suivant le principe bien connu que la fortune attire la fortune, on se marie toujours entre gens riches. Hein. Il est évident qu'elle ne va pas, si elle est riche, elle ne va pas se marier avec quelqu'un qui est moins riche. Donc, inévitablement, il y a concentration, et c'est bien ce à quoi veut aboutir Aristote, il dit qu'il y a concentration des terres et donc du pouvoir entre les femmes. La faute, c'est de nouveau la législation ancestrale de Sparte. Alors maintenant, on va voir s'il y avait des femmes qui étaient riches à Sparte. Alors là, je reprends mon texte. Alors, il y a plusieurs endroits. Alors là, je vais prendre justement... je vais d'abord prendre Plutarque. Alors, Plutarque, je ne sais pas pourquoi j'ai mis la fiche à cet endroit-là. Oh non, elle a été déplacée. Je ne sais pas ce qui s'est passé ici, j'ai déplacé toutes mes fiches. Ah voilà, en tout cas, je vais prendre un texte que j'ai devant les yeux, ben, voilà. Hein, si ce ne sont pas tous les textes, au moins je vais mettre ce texte-là. Alors, il est dit quoi ici? C'est toujours dans la vie d'Agis. N'ayant pas encore 20 ans, et élevé dans la maison opulente et luxueuse de 2 femmes, sa mère Agisistrate, donc la mère d'Agis, et sa grand-mère Archidamie, dont la fortune était la plus considérable de Lacédémone, c'est-à-dire de Sparte. Donc vous voyez qu'il y avait des femmes qui étaient très riches, au point que la grand-mère du roi Agis était la femme la plus riche de Sparte. Donc les femmes pouvaient effectivement être riches. Alors, on va voir maintenant dans un troisième point ce qu'il en est du mythe de la gynécocratie. Alors, gynécocratie, c'est nouveau un mot qui vient directement du grec. Gynécocratie, vous comprenez, c'est le pouvoir des femmes. Oui, hein, vous connaissez l'étymologie. Hein. Un gynécologue, écratie, démocratie. Ça va? Non, c'est quand le pouvoir est aux mains des femmes. Alors, la donnée, quand on prend Platon, justement, il est question que la cité comprend 2 groupes d'individus, les hommes et les femmes, mais que les femmes, en fait, ne disposent pas d'une législation qui leur soit propre, ça n'a pas été organisé comme tel par Épicure, et que donc tout est permis pour elles. Donc elles peuvent avoir le pouvoir. Alors je vous lis ici plusieurs passages. Alors là c'est tiré de Platon, les lois.
dans l'édition Garnier, et je prends ici le livre 7, où il est dit, donc, en 805A, on peut dire qu'il n'y a pas d'État qui ne soit ou ne devienne la moitié de ce qu'il serait si toute la population participait aux mêmes charges, aux mêmes travaux. C'est là une faute énorme de la part du législateur. Donc on voit bien que Aristote, qui vient après Platon, ne fait que reprendre son argumentation ailleurs. Au livre 7, 806c, je veux un législateur complet et non une moitié législateur qui laisse les femmes vivre dans la mollesse et suivre un régime de vie somptueux et sans ordre et qui, uniquement occupé de l'homme, ne laisse à l'État que la moitié au lieu du double d'une vie heureuse. Et alors là, je vérifie si je n'ai pas encore un autre texte là-dessus. Ben oui, il parle toujours des rôles des femmes. Hein. Alors, ça c'est au livre 6. 780 AB, chez vous, Mégilos et Clinias, les repas en commun pour les hommes ont été établis sagement, et comme je l'ai dit d'une manière extraordinaire à la suite de quelques nécessités imposées par les dieux, mais on a négligé d'appliquer la même loi aux femmes, en quoi l'on a eu tort, et la pratique des repas en commun n'a pas vu le jour pour elles. Ce sexe est d'ailleurs, par suite de sa faiblesse, donc je parle des femmes bien sûr, plus porté par la nature à se cacher, à se dissimuler, que nous autres hommes. C'est pourquoi, le voyant difficile à régler, le législateur a cédé mal à propos et l'a laissé libre. Par suite de cette négligence, beaucoup d'abus se sont glissés chez vous, qui seraient moins nocifs qu'à présent si la loi s'y était opposée. Et en effet, ce n'est pas un demi-mal, comme on pourrait le croire, que d'avoir laissé la vie des femmes sans la régler. Mais autant la nature des femmes est inférieure à celle des hommes par rapport à la vertu, autant la différence est grande sous le rapport du mal, qui chez elles est plus que double. Il vaut mieux pour le bonheur de l'État reprendre et corriger ce point et prescrire en tout les mêmes pratiques pour les femmes que pour les hommes. Voilà. Alors, évidemment, tout ça nous intéresse, non pas pour la réalité de ce qui est dit par Platon ou par Aristote, ça nous intéresse essentiellement pour comprendre les mentalités des Grecs à ce moment-là. Donc ça ne nous intéresse pas pour la réalité, ça nous intéresse pour leur vision qu'ils avaient des femmes et pour le rapport entre les sexes. Alors, mythe de la gynécocratie, donc vous avez noté les données qui apparaissent chez Platon, ici, dans le cadre de la démonstration menée par Aristote dans son texte. Aristote aboutit à l'idée que les femmes possèdent le pouvoir économique, d'abord dans leur maison propre, dans l'oikos, l'ikos, dans leur maison, qu'elles concentrent les terres par suite par suite du système de l'épiclérat plutôt. Donc ce sont les femmes, aux yeux d'Aristote, qui concentrent toutes les richesses, une grande partie des richesses, puisqu'il parle des 2/5 quand même des terres de la Célémonie. Et à partir de ce moment-là, comme elles ont le pouvoir économique, elles ont également le pouvoir politique aux yeux d'Aristote. En fait, on peut faire la critique de tout ceci et se dire que ça se passe essentiellement dans la tête d'Aristote. Mais Aristote, c'est un grec parmi les autres, il ne fait que refléter vraisemblablement la vision que les Grecs avaient des rapports entre les sexes. Donc la femme est quelqu'un de dangereux parce que différent, donc elle suscite des peurs inconscientes chez les hommes ont peur qu'elle prenne le pouvoir. Et donc, Aristote fait tout son laïus sur ce sujet-là. Ceci dit, et on arrive à la conclusion, il y a deux choses à retenir. La première chose à retenir, c'est quoi ? La première chose à retenir, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer, loin de là, la valeur documentaire, informative du document que je vous ai donné en photocopie.
système juridique qui est indubitable. Le système des dons, des laits, des épiclères, ça c'est réel, là il ne fantasme pas du tout. Il nous informe également de manière très juste sur la progression de l'inégalité dans la propriété des terres à Sparte au IVe siècle. Et c'est le plus important, ça c'est indubitable, qu'il y ait une concentration des terres. Mais en même temps, et c'est le deuxième élément sur lequel je voudrais insister, c'est qu'en même temps, il reprend un lieu commun à Athènes, selon lequel ce sont les femmes qui sont à l'origine de la décadence de Sparte, finalement. Parce que Sparte, effectivement, n'a plus la dimension et le pouvoir, la force qu'elle avait un siècle plus tôt. Et en fait, derrière cela, il y a, comme bien souvent, vous le savez, quand on critique quelqu'un sur un sujet à propos d'un fantasme comme celui-ci, c'est que bien souvent, c'est une manière de déplacer sur l'autre ce qu'on ne veut pas voir chez soi. Vous connaissez la parabole de la Bible, hein, de la paille et de la poutre. On critique chez son voisin, on critique sur un aspect donné et on ne voit pas la poutre qu'on a dans son œil. Donc peut-être, c'est une hypothèse ici, mais les Athéniens critiquent les Spartiates en disant qu'ils se font avoir par leurs femmes, qui prennent le pouvoir, mais qui vous dit que la virulence avec laquelle cela est exprimé par Aristote et par d'autres Athéniens, ce n'est pas une manière aussi de se défendre des menaces inconscientes, supposées que les femmes exercent sur les Athéniens. Donc ce texte est vraiment extrêmement intéressant parce que d'une part, il nous informe, et je reviens à mon introduction, d'une part sur la situation économique sociale à Sparte au IVe siècle, sur les mécanismes juridiques qui sont mis en œuvre dans le cas d'une succession et qui conduisent à la concentration des terres entre quelques mains, mais que ce document est extrêmement précieux également du point de vue de l'histoire des mentalités, puisqu'il nous informe sur la vision que les Grecs, les Spartiates en particulier, mais peut-être aussi les Athéniens qui jettent la pierre aux Spartiates, sur la vision qu'ils avaient des femmes, des personnes, des êtres qui font un peu peur parce qu'ils sont différents, parce que bon, elles vivent entre elles aussi à l'intérieur. Vous vous souvenez du texte des lois que j'ai lu tout à l'heure, où ils vivent entre elles, ça fait un peu penser quand même à des reliquats qui existent encore dans le monde méditerranéen. Les femmes qui vivent entre elles, qui constituent une société un petit peu séparée, si vous voulez. Je pense tout simplement à certains pays du Maghreb encore, où les hommes et les femmes ne prennent pas le thé dans le même salon, à des étages différents, par exemple. Voilà. Donc il faut se dire que les Grecs à cette époque-là, comme les Siciliens, comme les Corses, les Espagnols, etc., vous devez vous dire que ce qui se passe maintenant en Afrique du Nord, ça se passait au fond partout dans l'Antiquité, même au Moyen-Âge, certainement, même encore jusque beaucoup plus récemment, jusqu'au XIXe siècle, partout sur tous les bords de la Méditerranée. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu absurde de voir les sociétés d'Afrique du Nord comme différentes, alors qu'elles ont énormément de points communs avec les sociétés d'Europe méridionale. Énormément. Les femmes vivaient séparées avec, alors on parle du voile, mais vous avez déjà été en Grèce, en Sicile, etc. Bon, peut-être maintenant de moins en moins, mais elles ont quand même des voiles noirs et tout, enfin les vieilles femmes, je ne parle pas des jeunes. Mais donc en fait, c'est la même société, la même civilisation, tout ça. Et alors, toute dernière chose, n'oubliez pas quand même l'exercice critique que j'ai fait avec vous. C'est quand même le plus important, je dirais, sur le plan méthodologique. C'est être capable d'étudier un document de manière externe, et puis être capable également d'en faire une analyse interne. Donc vous avez bien vu que dans le point 3 ici, et dans ma conclusion, je n'évoque pas seulement l'interprétation, et j'aurais pu même le mettre ici comme dernier point au même titre que ces deux items-là, c'est le problème de la sincérité et de la fiabilité.
Hein, donc ici, je mets crédibilité. J'y reviens pas parce que je l'ai déjà développé. Et le problème, la sincérité. Alors, il me reste maintenant, parce qu'on est pressé, je vous montre vite quelques livres. Alors, les ouvrages de base qu'on doit toujours utiliser, il y a d'abord les ouvrages faciles, hein, je veux dire quand on prépare une leçon, je ne parle pas quand on prépare un article scientifique. Hein. Le fameux Moore, dictionnaire encyclopédique d'histoire, j'ai pris ici un tome, le moins gros qui était dans ma bibliothèque, il existe dans des formats différents. Le dictionnaire de la civilisation grecque chez Larousse, vous pouvez avoir par exemple une définition de ce que c'est que l'épicléra, l'oligarchie, etc. L'Atlas de la Grèce antique de Robert Morcotte aux éditions Autrement. Le fameux Putzger, qui est l'Atlas historique mondial. Alors là, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors, je vous ai dit également que pour étudier, il est intéressant d'étudier la tradition des manuscrits, de savoir de quelles copies on dispose, etc. Bon, là, je vous renvoie à Reynolds et à Wilson, d'Homère à Erasme, la transmission des classiques grecs et latins. Alors, il n'y a pas la constitution de Sparte, mais je vous montre la constitution, parce qu'elle a été perdue, la constitution d'Athènes par Aristote. Alors, Platon, je vous l'ai montré, Plutarque, je vous l'ai montré, Aristote, je vous l'ai montré. Alors, quelques ouvrages généraux. Alors là, de François Vanier, dans la collection U, le 4e siècle grec, chez Armand Collin, c'est un recueil de textes, donc très utile pour préparer des leçons. Alors, de Michel Austin et Pierre Vidal-Naquet, Économie et société en Grèce ancienne, chez Armand Collin, c'est aussi un recueil de documents, donc d'auteurs grecs et de documents divers. Alors, de Moses Finlay, L'économie antique, aux éditions de Minuit. Du même auteur, Économie et société en Grèce ancienne, dans la collection Point au Seuil. D'Alain Bresson, L'économie de la Grèce des cités, tome 1, Les structures et la production, chez Armand Collin. La population de l'Antiquité classique, je vous l'ai montré hier, de Corvier et Suder. En que sais-je. Alors, évidemment, l'ouvrage de base pour ma leçon, c'est Edmond Lévy, Sparte, histoire politique et sociale jusqu'à la conquête romaine. Voilà. Alors, c'est au Seuil, collection Point, et le chapitre que vous devez absolument lire, c'est celui évidemment sur lequel je me suis basé, c'est dans le chapitre 2, l'organisation sociale, le point 1, il y a un point qui va de la page 73 à 91 qui s'intitule « Le cléros et la prétendue égalité spartiate » et le chapitre également à partir de la page 80 sur la femme à Sparte. Donc c'est vraiment ça qu'il faut utiliser. Et alors de Devreux, Georges Devreux, Femmes et mythes, c'est en fait un ouvrage sur la vision que les Grecs avaient de la femme. J'ai dit.